Bonjour, chers amis, bonjour et bonjour à tous les représentants du Conseil national de transition. Je suis Fabrice Vallée, candidat à la présidence du Conseil national de transition. Très bien, Monsieur Vallée. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu, présenter votre groupe, si vous avez un groupe ou que vous représentez Oui, je comptais me présenter de toute manière en dehors de ma candidature. Donc, avec tous les mouvements auxquels j'ai participé, que ce soit Nuit debout et en avant la loi travail, plus tard les gilets jaunes, les anti-vax, le Verte France et dernièrement le groupe qui s'appelle qui est en deux, qui s'appelle l'incubateur Cercle Sully. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion pour préparer cette journée justement d'échange. J'ai pas eu l'occasion de lire toutes leurs publications qui sont apparemment d'un haut niveau. Mais bon, je crois qu'effectivement, il faut être le plus simple possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que par rapport à tous ces mouvements, j'ai pu rassembler un certain nombre de contributions pour mettre en peu de mots, donc en 11 pages écrit en gros, effectivement, donc un référendum que je souhaiterais soumettre au peuple français quand effectivement les conditions seraient réunies justement pour qu'il y ait une véritable démocratie, puisque je me présente souvent comme le candidat du changement pour la première démocratie. Et donc, ce référendum, effectivement, s'appelle simplement référendum sur les propositions de la France pour tous et toutes. Vous parlez en leur nom ou vous les représentez, en fait, tous les groupes que vous avez cités précédemment? J'en parle non pas forcément au jour le jour, ce que je veux dire, mais effectivement, avec l'ensemble des contributions qu'on a pu mettre sur le papier, effectivement, qui correspondent à, à tout ce que souhaite effectivement le peuple français dans ses différentes composantes, ça correspond effectivement à effectivement ce qu'il souhaite et par ma personne, effectivement, d'être le candidat justement de la démocratie contre tous les extrêmes et surtout le candidat de la souveraineté du peuple par le peuple pour le peuple, y compris dans le travail. D'accord, c'est parce que vous avez travaillé avec eux et que vous avez fait une synthèse des choses que vous avez Exactement. pu, où vous avez travaillé ensemble. C'est bien ça. C'est Voilà, juste pour qu'on comprenne bien, voilà. Vous voilà, représentez un peu ces collectifs tout en ayant travaillé avec eux, mais vous voilà. n'êtes pas leur porte-parole forcément, mais vous êtes Exactement, quelqu'un. voilà. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. OK. Bien, mais je vais vous poser une question. Alors, à ce moment-là, la première question, ce serait les Mais je forces de voudrais quand même l'ordre. faire une déclaration avant de parler de mon projet D'accord. par rapport au contexte juridique, parce que c'est vrai qu'effectivement, que ce soit effectivement tous ces groupes ou même tous les Françaises et les Français qui ne sont pas au courant du CNT, il faut qu'ils soient au courant dans quel contexte juridique ils se situent. Et moi, donc, je présenterai les choses comme ça. Je dirais tout simplement que c'est un contexte légal, puisque l'article 2 de la déclaration de 1789 mentionne la résistance à l'oppression, donc ça fait partie du bloc de constitutionnalité, et que selon la Constitution de 1958, en son article 92, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des pouvoirs publics sont prises donc en Conseil des ministres, par ordonnance ayant force de loi. Sauf que, bon, pour que ces ordonnances aient force de loi, il faut que les dispositions donc, soient énumérées par l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire ce qui concerne le domaine de la loi.
et que l'Assemblée nationale, au moment donc de la loi du 3 juin 58, le ministre de l'Intérieur n'avait pas le pouvoir de ratifier ces ordonnances. Il s'avère donc que ces ordonnances, ayant force de loi, sans le consentement de l'Assemblée nationale, constituent une violation des droits fondamentaux du peuple français et donc du bloc de constitutionnalité. Parallèlement, la République française présidence n'est pas enregistrée donc au registre du commerce et des sociétés, et que le principe de souveraineté justement réside essentiellement dans la nation, que nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité. Or, tous les contrats signés donc avec cet organisme qui dépend en gros de l'autorité des marchés financiers donc en Europe ne peut pas appliquer, peut appliquer que des règlements intérieurs et se conformer au droit des contrats. Or, tous les contrats signés avec la présidence de la République sont léonins, abusifs et n'ont jamais produit d'effet à l'égard, enfin d'effets synagmatiques à l'égard des citoyens. Donc, toute l'application des statuts, des règlements d'entreprise par les agents employés de la Société République Française Présidence sont une action, tout cet ensemble de textes sont une action illégale à l'encontre du peuple souverain. Et donc, ils peuvent prendre aucun, justement, que ce soit moi ou un autre, en toute légalité, si on se confère au bloc de constitutionnalité, c'est ça que je veux qu'on retienne, ils peuvent prendre aucun acte administratif défavorable ou de sanction de quelque nature que ce soit. Donc, je me situe donc dans ce contexte juridique. Très bien. Ça, tout en sachant que le CNT est un organe international reconnu et que celui-ci peut se mettre en place, si les forces de l'ordre veulent bien effectivement arrêter ce gouvernement, peut se mettre en place en cas de carence de gouvernement, quoi. Donc, sans qu'on soit taxé de coup d'État. Voilà, c'est ça le CNT aussi. Ce qui voilà, et effectivement, vous avez raison de rappeler ça. Vous avez raison de rappeler ça. On a en plus non seulement une légalité donc tout à fait. par rapport interne, et effectivement une égalité externe par l'intermédiaire du droit international, donc puisque qui est présenté par le CNT à l'ONU depuis 2015. Voilà. 2015. C'est tout à fait ça. Bien, donc la première question qui en découle, effectivement, c'est celle-ci. Les forces de l'ordre ont entendu notre appel et ont sécurisé l'Élysée et Matignon. C'est votre premier jour à l'Élysée. Que faites-vous prioritairement ce jour-là, et le jour suivant et le mois qui suit? Prioritairement. Qu'est-ce que vous annoncez à la population? J'annonce premièrement que les fonctionnaires ou tout agent public qui travaille pour un service public seront payés effectivement par rapport à la dette qui est abyssale depuis un certain temps. Et d'ailleurs, justement, je ne rentre pas dans les détails, mais dans les premières mesures, effectivement, je mettrai en place, parce que vous avez posé la question, je mettrai en place la création monétaire par la Banque de France, contrairement à ce qui s'est passé depuis 1973, où effectivement, on emprunte sur les marchés financiers à 3%, et c'est pour ça qu'avec toutes les dépenses inconsidérées qu'il y a eu depuis 45 ans, nous nous trouvons dans cette situation-là vis-à-vis des services publics et qu'effectivement, on a des difficultés à payer nos échéances. Tout à fait. Donc, vous annoncez au peuple que la première mesure, ce sera la création financière et qu'on reprendra, on reprendra notre liberté au niveau économiquement avec une monnaie qui sera une monnaie française. Voilà, ça, effectivement, vous faites bien d'en parler parce que, dans les premiers temps, justement, puisque vous parlez des premiers temps, on restera
dans l'union monétaire, enfin dans l'Union européenne, et effectivement, on s'exclipsera au fur et à mesure et nous ferons une demande, effectivement, aux BRICS pour rentrer dans leur union monétaire. Ah oui, d'accord, vous voudriez intégrer les BRICS. D'accord, ok. Mais vous savez qu'on n'est jamais rentré dans l'Union européenne, en vérité, puisqu'on a voté non en 2015, en 2000, oui, en 2000, je ne Oui, sais plus la en date, 2005, et qu'en exactement. vérité, on a été trahis, donc normalement, on n'est pas rentré dans l'Union européenne. Oui, oui, Donc il me semble avoir vu ça quelque part. pourquoi vous voudriez rester dans l'Union européenne dans ce cas-là et demander d'aller ailleurs, alors que bon, de facto, Oui, on oui, sort de effectivement, l'Union il européenne de faudrait voir facto? ça effectivement d'un point de vue juridique, Ouais, euh, oui, je pense. que ce soit inscrit, en tout cas, ce soit inscrit par rapport justement à tous les factieux, à tous les imposteurs qui ont existé depuis 1945, qu'effectivement, par rapport aux crimes et aux délits qu'ils ont commis, justement, ce crime contre la Constitution et le faire inscrire si effectivement on s'aperçoit qu'effectivement, en notre nom, un certain nombre de oui, un certain nombre de lois, de décrets, de mesures ont été prises et ont porté atteinte aux intérêts de la France. Aux intérêts de la France et des Français, oui, absolument, absolument. Ben, la première des trahisons, ça a quand même été de dire vous avez voté ça, eh bien on en fait fi, nous on va faire autrement, quoi, parce qu'on a décidé autrement. Donc c'est vrai que là, c'est quand même voilà une trahison majeure, à mon sens. Voilà. Donc Oui, c'est une ça, trahison, d'autant plus que justement, là, on a commencé à parler de référendum, d'autant plus que justement, à mon avis, la seule façon justement d'ancrer, comment dirais-je, la véritable démocratie, effectivement, comme je l'ai dit, du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui est inscrit dans la Constitution oui, absolument. depuis 1958, cette démocratie ne pourrait se faire qu'effectivement par approbation du peuple par référendum, sachant que justement, et ça, je n'ai pas fait référence tout à l'heure, si les forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, les pompiers et donc les forces armées, effectivement, nous soutiennent, effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans leurs différents corps depuis des années, effectivement, par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés, et bien, effectivement, c'est déjà une première légitimité qu'on aura. Et justement, vous avez donné exactement comment dirais-je, le texte, c'est-à-dire celui de l'ONU qu'on aura, mais quand même, il faut qu'on soit approuvé par l'ensemble de ces corps constitués, et que la deuxième partie de la méthode pour arriver à une première démocratie, qui a été volée au peuple, comme on le sait, en 1789 par la bourgeoisie, c'est effectivement de faire ce référendum. Tout à fait. Alors, la question qui vient, c'est comment définissez-vous la position de la France sur le plan international actuellement? Comment voyez-vous la position de la France actuellement sur le plan Ben, international? oui, oui, non, mais je vois que la position de la France sur différents sujets, que ce soit les droits de douane, que ce soit les massacres en Palestine, que ce soit effectivement, y compris d'ailleurs, ce qui est assez scandaleux, qu'on appelle ça, la spoliation qui existe depuis le début de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la spoliation par, euh, par la France, qui a des intérêts en République démocratique du Congo, comme la Belgique et comme les États-Unis, effectivement, qui ont littéralement acheté effectivement comment dirais-je, les richesses dont a besoin l'ensemble du monde en République démocratique du Congo. La France est effectivement entre deux chaises. Elle ne perçoit pas vraiment d'avantages financiers de l'Union européenne. Elle doit subir aussi, l'ensemble des prescriptions de la Commission européenne
quand il s'agit d'acheter des vaccins, de mettre en place des politiques agressives à l'égard de peuples effectivement qui ont participé à la libération des peuples d'Europe, je pense au peuple russe, donc par l'intermédiaire notamment de la plus grande partie qui fait que notre pays s'est endetté, et surtout l'Europe, c'est effectivement par l'intermédiaire du financement des armes à l'Ukraine. Absolument. Donc, on est bien d'accord, vous êtes donc à l'Élysée, et que vous décidez-vous concernant les organismes internationaux? Justement, je vous ai dit donc qu'on sortirait de l'Union européenne, qu'on ferait une demande, enfin qu'on sortirait, ou bon, comme vous l'avez dit, enfin en tout cas apparemment Oui. pas vraiment rentré, mais enfin on a quand même, ce que je veux dire, c'est quand même que des gens en notre nom, plusieurs présidents de la République, plusieurs gouvernements, ont quand même dépensé, bon, reçu aussi notamment par l'intermédiaire de la PAC, mais ont quand même justement parlé en notre nom et effectivement joué un rôle à l'intérieur de cette Union européenne. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant en tout cas de faire une demande auprès des BRICS, puisque en fait les BRICS constituent les 3/4 de la croissance économique mondiale aujourd'hui, et effectivement constituent des blocs militaires importants à l'égard desquels, en ce qui concerne ma pensée, il faut rester effectivement isolationniste, en tout cas dans un premier temps, puisque nous ne sommes pas justement attaqués par l'un ou l'un ou l'autre des blocs, que ce soit le bloc russe ou le bloc américain, effectivement, et que l'important d'un point de vue économique comme du point de vue de la paix dans le monde et notamment en Europe, c'est effectivement de tisser des liens, justement, sans s'occuper de la politique extérieure de personnes, enfin d'États, effectivement, qui ont leurs propres intérêts stratégiques, du moment qu'effectivement nous puissions justement participer nous aussi dans le monde, comme j'ai fait dans la proposition de mesures donc dans mon projet, c'est-à-dire participer par exemple à la paix. Bon, j'ai parlé de la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi avec véritablement les BRICS, pourquoi pas, et aussi, bien entendu, en Palestine, effectivement, par l'intermédiaire d'un État binational, pour que la Palestine vive avec une représentation symétrique, et aussi une force de maintien de la paix venant des BRICS, pour que justement le peuple palestinien recouvre la totalité de son territoire, avec justement une protection des Israéliens. Justement, votre proposition par rapport aux guerres en cours, vous appuyez sur les BRICS, ou vous demandez l'avis aux BRICS, ou vous prenez une décision qui vaut pour la France? Comme on vous a dit, par rapport aux BRICS, est-ce que vous voyez avec des partenaires des BRICS, ou est-ce que vous prenez une décision qui est une décision faite pour la France concernant les guerres en cours? C'est ce que je vous dis. Moi, je pense qu'il faut rester dans une politique isolationniste pour l'instant par rapport aux guerres en cours, peut-être avec justement des forces qui combattent pour donc le droit à l'autodétermination des peuples, et aussi au partage des richesses, que ce soit au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et en Palestine, donc aider effectivement justement participer le plus possible à l'aide humanitaire avec d'autres pays qui vont dans notre sens, et sinon donc
limiter, effectivement, reconsidérer aussi, puisque vous parlez de l'international, reconsidérer d'une manière générale les accords de défense qu'on a eus par le passé et limiter effectivement les bases militaires dans le monde. Mais d'ailleurs, ce n'est pas de ma faute si effectivement nous conservons par exemple en Afrique qu'une seule base militaire. Donc c'est parce que justement les politiques, y compris depuis le général de Gaulle, ont donné une mauvaise image de la France par la France-Afrique. Tout à fait. Alors, quelles seraient vos priorités concernant les problèmes intérieurs? Les problèmes intérieurs en France et les problèmes, et il y en a pléthore en France? Bah là, ma priorité, justement, vous faites bien d'en parler, ça serait effectivement plutôt que de traiter les problèmes sociaux, effectivement, avec des pansements, effectivement, des systèmes qui ont jamais marché, effectivement. Ce que je propose, moi, c'est effectivement ce que je propose, donc, c'est de mettre en place je n'arrive pas à retrouver. Je vous en prie, prenez votre temps. Oui, oui, en fait. Pourtant, j'étais persuadé de. Il y a des problèmes intérieurs et il y a le problème aussi qui vient immédiatement, il y a la gestion de l'immigration. Donc, je pense que c'est un problème intérieur déjà majeur, entre autres. Donc, je vous pose les deux questions en même temps, si j'ose dire. Création de. Non, mais là, pourtant, je suis bien à la 7, alors je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui a été effacé. Je ne sais pas, apparemment, il y a. Ah oui, c'est ça. Oui, c'était en bas de page. Effectivement, avant, c'était en haut de page. Et justement, ce que je propose, justement, c'est un changement de paradigme qui va avoir des conséquences sur le système économique et social. Et donc sur la vie d'une manière générale par l'intermédiaire de la consommation et de la vie quotidienne. Puisque je souhaite proposer à chaque individu, à partir de 21 ans, qui aura droit à un salaire à vie. Donc, qui sera lié à une qualification professionnelle reconnue par un jury, salaire qui pourra évoluer au cours de sa vie professionnelle en fonction de son niveau de qualification. Et cela dans la limite d'un écart hiérarchique de 1 à 40. Mais un salaire à vie, ça veut dire que l'entreprise, elle va durer autant que la vie de cet individu, c'est-à-dire 60 ans. Donc, comment c'est possible? Juste une question qui m'interpelle. Comment vous pouvez donner un salaire à vie? Qui va le donner alors si la société, elle ferme? Qui va donner le salaire à vie? Justement, là, justement, je vais répondre pas sur le financement, bon, je pourrais y répondre éventuellement, puisque je ne savais pas non plus au départ, et effectivement, votre façon de procéder par question, et c'est vrai, est peut-être plus intéressante que de présenter son projet de manière didactique. Et là, je vous c'est-à-dire que ça donne des indices pour les personnes et ça permet de comprendre tout ce qui concerne la population. Nous, peuple, on a besoin d'avoir des réponses à tous les sujets auxquels on est confronté. Voilà. Mais je trouve le travail, l'immigration. Voilà. Et donc là, je vous réponds par rapport à ça, justement, l'activité économique sera mise en œuvre par les salariés des entreprises et des caisses d'investissement qui sont autogérées en coordination avec les propriétaires initiaux des entreprises. Ah oui. Donc, vous parlez de multinationales, vous ne parlez pas de petites entreprises telles que des sociétés comme une boulangerie ou où il y a 3 personnes ou 4 personnes. Vous parlez de ça se fera encore facilement, ça se fera encore plus facilement pour la gestion du travail des ressources humaines et donc les investissements, puisque bon, là aussi j'en parlerai, comment sont financés les investissements, etc., comment est partagée la valeur ajoutée. Ça se fera d'autant plus facilement que les entreprises sont petites. Ah, d'accord. Déjà aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises que vous parlez, les boulangeries, effectivement, surtout par rapport aux difficultés, par exemple, liées à l'augmentation du prix de l'électricité, il y a de plus en plus de salariés qui parfois
rognent sur leur salaire ou pendant certains mois pour pouvoir conserver l'activité économique. Donc, Oui, évidemment. justement, je conserverai cet esprit de cohésion, voilà, dans le travail. D'accord. C'est-à-dire que la cohésion entre celui qui dirige, le patron, et ses salariés, quoi. Exactement. Et donc, s'il peut plus payer le salaire, le patron, parce que les charges sont devenues exorbitantes, il y a un relais qui permettra aux salariés de percevoir, le salaire Exactement, non puisque payé par l'employeur. il y aura une C'est la fin de cotisation sa de vie. 15, il y aura une Mmh. cotisation de 15% de la valeur ajoutée pour les entreprises, et ainsi que l'interdiction du versement des dividendes. En plus, il y aura une totale exonération des charges salariales pour toutes les entreprises et une subvention totale des investissements dans l'outil de travail. Alors plus de charges salariales, si j'ai bien compris, pour une entreprise. Exactement. C'est ce que vous venez de dire. Vous savez que c'est très important ce que vous venez de dire parce que plus de charges, Vous salariales, savez, et j'espère que ça ne se reportera pas sur les charges patronales par contre. non, non, Ah non, non? pas du tout, puisque Alors vous c'est supprimez quand les même charges un salariales? avantage aussi, c'est quand même un avantage, tout à l'heure on parlera peut-être des agriculteurs, Mmh. notamment ceux qui veulent, s'investir justement, dans, l'agriculture durable et biologique, justement pour, et ça je l'expliquerai aussi, pour, permettre une sécurité sociale alimentaire. Mais en tout cas, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura, une subvention totale des investissements dans l'outil de travail. Et donc une souveraineté, c'est ce que je l'ai dit en introduction, une souveraineté, également dans le travail et pas uniquement, on va dire dans le fonctionnement démocratique. Voilà. Vous m'avez parlé des charges salariales. Est-ce que je peux vous demander pour les charges patronales également? Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, c'est C'est ce que j'ai dit, important. cotisation de 15% de la valeur ajoutée pour les entreprises. C'est-à-dire que vous avez 15 sur la TVA que vous prélevez, c'est ça? Voilà. Et la TVA est à 5,5, hein, sur l'alimentaire, donc je ne sais pas, ça sera très peu, mais tant mieux pour les entreprises. Ça donne envie ça donne envie d'ouvrir une boîte, quoi. Oui, Très bien, oui, c'est vrai, et surtout, et ça aussi j'ai oublié de le dire, très bien. heu, je vous dis, théoriquement, c'est ça aussi que j'ai parlé en introduction, par rapport au niveau social. Bon, actuellement, il y a un certain nombre de systèmes sociaux effectivement, qui sont très, heu, négatifs pour les personnes, qui les perçoivent et qui, ne permettent pas de répondre à la pauvreté, où il y a quand même 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc là, en gros, il y aura peut-être 1%, allez, disons 2% de la population, puisque l'autre population aura soit fait une formation professionnelle avant les 21 ans, soit rajoutera justement et sera quand même payé justement par rapport à son niveau de diplôme, et d'aura, mettons, un diplôme à 25 ans, et qu'en plus, donc jusqu'à 63 ans, donc la retraite pourra être améliorée par la participation de la personne, donc à l'activité économique, en utilisant son expérience professionnelle. Et que donc, D'accord, donc il y aura 90% du salaire de référence net à 63 ans qui sera versé, voilà, en fonction forcément de l'évolution professionnelle. Voilà. Et ça partira donc, comme je l'ai dit, de 1, c'est-à-dire jusqu'à 40, et donc le 1, ça correspond à 1 600 € net. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qui, avec 1 600 € net, plus effectivement la possibilité, donc même s'il ne faut pas payer des cotisations pour la santé, voilà, si tout le monde doit payer des cotisations pour la santé, euh, et ben effectivement, je pense que c'est quand même assez intéressant pour les personnes donc oui, qui vivent en France actuellement. Voilà. il faudra bien les financer, les frais de santé, parce que s'il n'y a plus la sécurité sociale, donc il n'y a plus de prélèvements sociaux ni de prélèvements patronaux, c'est vrai qu'il faudra bien financer la sécurité sociale type comme type américain, quoi, parce que là, c'est le financement de la sécurité sociale vient quand même de là, des prélèvements sociaux, masse salariale et masse patronale. Oui, Enfin, mais si je bon, justement, par rapport au salaire à vie, il y a quand même là aussi un partage de la valeur ajoutée à hauteur de 25% du salaire brut pour financer la retraite aussi.
D'accord. Donc au niveau de l'éducation nationale, justement, vous en avez un petit peu parlé là, l'éducation nationale, vous voyez quand même des changements alors? Ah oui, dans l'éducation nationale, je vois pas mal de changements. Déjà, au niveau enseignement alimentaire, je mettrai en place dans toutes les écoles la méthode Montessori. Ah, Deuxièmement, dans chaque collège et lycée, je veux mettre en place un référent harcèlement scolaire avec l'équipe éducative, un administratif de l'établissement et un policier pour prévenir les violences scolaires. Ainsi que créer des internats d'éducation accompagnée pour que les élèves sortent de leur milieu malsain et effectivement soient encadrés pour réussir scolairement. d'accord, et quelle est votre position par rapport au programme EVARS? EVARS, je ne connais pas ce que je veux dire. Bon. C'est le programme d'éducation Étant donné sexuelle, que c'est qui pas de cabinet, que j'imagine que beaucoup de non, gens vont non, se non, précipiter. c'est grave. Non, non, je pose la question parce que c'est un peu grave et toutes les mamans en parlent à l'heure actuelle. C'est le programme d'éducation sexuelle imposé par l'éducation Ah oui, oui, nationale ah non, mais bien sûr que j'en ai aux entendu enfants à parler partir depuis de 3 longtemps. ans. Non, non, mais Oui, j'en ai entendu parler d'accord. depuis longtemps, bien entendu. Oui, Bon, ouais. ça d'ailleurs, je me demande si ça vient pas de l'Union européenne, je crois, où il y a des choses comme ça, je crois, il me semble, de Peut-être que c'est l'Union. l'Union européenne, sous la pression de l'Union européenne, la France l'a mis en place. Ouais. Oui, je crois, c'est Donc, ça. Et ben, quel est votre... effectivement, mon sentiment, c'est qu'effectivement, tout simplement, l'éducation sexuelle doit commencer comme c'était il y a quelques années. À partir de 16 ans, on doit en parler à ce moment-là et pas avant, pas orienter dans un certain sens et simplement dire comment les choses se passent, voilà, tout simplement, ainsi que tous les interdits. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc vous n'êtes pas tout à fait pour ce programme mis en place dans Bah non, non, l'école? je suis pas du tout pour Pas ce du tout. programme mis en place puisqu'il est déjà mis en place trop tôt. Il crée effectivement une orientation particulière par l'intermédiaire de lobbying donc LGBT, C'est ça. voilà, LGBTQ pour pas les citer. Et donc à l'école, comme effectivement dans toutes les institutions publiques, il ne doit pas avoir justement de lobbying, quel qu'il soit. Donc, ça sera une règle aussi dans la future République française. Et donc, également, ce que je voulais souligner, c'est que donc, ces actions mises en place, effectivement, n'ont pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas une demande des parents et que effectivement cela bouleverse, on va dire, comment dirais-je, le développement personnel de chaque enfant. Voilà. Donc des psychologues, effectivement, l'ont bien expliqué déjà. Donc justement, comment voyez-vous le rôle de la famille, dans une société où le peuple décide par lui-même? Donc, la famille, comment vous voyez son rôle? Ou comment vous Euh, imaginez que la famille, puisse, effectivement être le socle pour ces enfants? Le socle doit rester la famille ou c'est l'éducation nationale qui doit prendre en charge l'éducation? non, non, sûrement pas. L'éducation nationale doit prendre en charge l'éducation. C'est la famille qui doit choisir. L'éducation nationale, justement, déjà, elle a la charge de l'instruction. L'éducation nationale doit être faite par les parents. Et justement, pour éviter les abus, bon, enfin, justement, je vous dis qui vont très vite se désagréger par le temps, puisque le système social sera maintenu, mais effectivement sera surtout mis en place, surtout ce qui n'est pas le cas actuellement, en fonction des besoins, du mérite et des efforts pour se sortir de ces difficultés, et que justement par rapport à la politique familiale, nous imposerons effectivement donc une politique familiale limitée à 3 enfants. Voilà. La fin du droit du sol aussi,
et qu'effectivement, si les personnes veulent avoir plus d'enfants, effectivement, que justement, ils utiliseront pour les élever sur leur salaire. Oui, c'est un petit peu comme avait fait la Chine à une certaine période. Vous allez limiter le nombre d'enfants et après, vous avez des taxes qui viendront ou des impôts si vous vouliez un 4e enfant. Ah non, pas des taxes. Je veux dire, on ne peut pas imposer des taxes, mais ce que je veux dire, c'est pour ça aussi que je voudrais souligner, là, puisqu'on m'a donné l'occasion, qu'effectivement, donc pour tous les Françaises et les Françaises qui m'écoutent, le Conseil national de transition, si effectivement il se mettait en place rapidement, effectivement, n'est pas un organisme autoritaire et n'entend pas mener une politique autoritaire, mais justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un organisme qui travaillera justement avec tous les Français et que justement, ça, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler par rapport à un certain nombre de dérives qui ont été faites par les gouvernants, mais que justement, chacun sera sanctionné justement par rapport à ses fautes, voilà, tout simplement. Et pourquoi, juste une question, voilà, ce que je me permets, pourquoi vous limitez à 3 enfants alors que pour l'instant, je ne pense pas que, bon, on ait beaucoup d'enfants en France. Je pense qu'il y a une régression dans les naissances. Et pourquoi vous limitez à 3 enfants, si on peut savoir? En fait, pourquoi j'ai limité à 3 enfants, c'était par rapport au coût, justement, et effectivement au fait qu'un certain nombre de gens ont abusé, justement, par l'intermédiaire du système d'assistance justement, des allocations familiales. Mais du fait que j'ai effectivement mis en place ce système de salariat à vie et que ça sera très limité, effectivement, les personnes qui seront dans des situations difficiles, donc de marginalité, qu'ils auront voulu, en fait, c'est pour ça qu'au départ, j'avais limité à 3 enfants. Mais il me semble quand même que par rapport aux avantages que peuvent avoir, y compris, enfin, surtout les hauts revenus, justement, il faut limiter à 3 enfants et qu'effectivement, quels que soient les revenus, justement, des familles, il faut tout simplement que les personnes assument d'avoir plus d'enfants. D'accord. Et quelle est votre politique migratoire alors? Comment vous voyez les choses pour ce qui concerne l'immigration? L'immigration, justement, là, je viens d'en parler. Là aussi, ça sera peut-être limité. D'abord, concernant les prétendus, puisque souvent, il y a quand même beaucoup d'abus dans ce domaine-là, les prétendus donc mineurs isolés, les mineurs isolés, effectivement. Je souhaite mettre en place, effectivement, la majorité pénale à 16 ans et en cas de condamnation, effectivement, ces personnes seront reconduites à la frontière. Je vous ai dit la fin du droit du sol et ainsi que réserver l'ensemble des prestations sociales concernant le logement, le chômage, etc., donc aux nationaux ainsi qu'aux étrangers vivant en France depuis 10 ans. D'accord, très bien. Et vous fermez les frontières? Vous stoppez l'immigration ou vous laissez les frontières ouvertes? Justement, par rapport à ça, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié aussi de dire, alors non seulement, c'est vrai que là, je ne sais pas, vous avez peut-être plus de connaissances en droit que moi, encore que moi j'en ai pas mal, mais aussi nous sortirons aussi, ça fera partie des premières mesures dans les premiers mois, de l'espace Schengen. Très bien, très bien. Ok, donc en ce qui concerne la sécurité, qu'est-ce que vous mettriez en place et par rapport donc effectivement aux forces armées? La sécurité de la force armée? Oui, par rapport aux forces armées, justement, premièrement, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter le budget des forces armées, justement, surtout si on ne veut pas les opposer à des forces
qui sont bien plus importantes que nous, sachant qu'effectivement, actuellement, les forces armées peuvent se déplacer que sur une bande de 60 km et de 20 km en aval, donc c'est quand même assez limité comme force armée, que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons limiter, enfin même arrêter effectivement au fur et à mesure, mais bon, ça a déjà été arrêté comme je l'ai dit, donc de conserver des bases militaires dans le monde justement, pour laisser les peuples s'exprimer comme ils le souhaitent, comme ils souhaitent être dirigés. Et que justement, moi je souhaite simplement, concernant l'OTAN, justement, une sortie de l'OTAN, justement, je souhaite une sortie de l'OTAN, et que la déclaration de guerre, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas respecté justement par le président Macron, et sa guerre a été respectée, y compris par le président Sarkozy, qui avait envoyé des forces spéciales donc en Libye à un moment donné. La déclaration de guerre sera décidée après avis conforme de la majorité du gouvernement et de la majorité de l'Agora nationale, après rapport circonstancié du Conseil national de défense. Parallèlement à ça, nous souhaitons mettre en œuvre avec les partenaires européens une force d'action rapide qui sera compétente en cas de crise internationale au sein d'un État de l'Union, mais qui répondra, là encore une fois, aux seules prescriptions du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, prenant ces décisions à la majorité qualifiée. Très bien. Et en ce qui concerne l'agriculture, avec les problèmes que nous rencontrons actuellement, comment vous voyez, comment vous pensez libérer un peu les éleveurs, les agriculteurs de l'empreinte extérieure avec le Mercosur et d'autres horreurs qui leur sont imposées? Donc, moi, je souhaite mettre en place déjà une réindustrialisation dans le domaine de l'agroalimentaire de qualité, réorienter aussi les primes européennes sur la production des paysages, la diversité biologique, la qualité ou la protection des patrimoines ruraux. Pardon, vous avez parlé des primes européennes? Voilà. Oui, mais les primes européennes, si on sort de l'UE, il n'y aura plus de primes européennes. Oui, mais ce que je vous ai dit, ça se fera au fur et à mesure, justement. Voilà, d'accord. Donc, au fur et à mesure. Donc, les primes, de toute façon, si on sort de l'UE, il n'y a plus de primes et on n'est plus rattaché à l'Union européenne. Donc, peut-être que là, il y aura un temps de latence, effectivement, entre le moment où vous aurez déclaré les choses, où les choses seront en place. C'est peut-être pour ça. Oui, en tout état de cause, mettre en place, justement par rapport à nos villages défigurés, et c'est ce que je disais, mettre en place en tout cas des aides pour la protection des patrimoines ruraux, et un moratoire donc sur les nouvelles destructions de terres agricoles, avec aussi un programme pour donner à des groupes hôteliers la réflexion de villages ou du patrimoine qui est en piteux état, notamment dans la diagonale du vide en France, pour justement créer, comme ça a été fait par exemple à Disneyland, une dynamique dans le domaine du tourisme, et aussi apporter plus de dynamique dans les territoires ruraux. Plus aussi ce que je souhaitais mettre en œuvre par rapport, j'ai pas eu le temps d'en parler, la sécurité sociale alimentaire, notamment elle sera assise sur le conventionnement éthique avec les producteurs indépendants, dont une partie de la production servira à financer un chèque alimentaire de 150 € par mois, et qui sera financé par une cotisation alimentation interprofessionnelle de 8% de la valeur ajoutée marchande. Si vous relancez l'économie, normalement, avec la consommation qui sera faite par les différents individus, vous n'aurez pas besoin peut-être d'y ajouter des primes.
Oui, mais ça, des c'est pour subventions. justement surtout soutenir l'agriculture paysanne, justement. Voilà. D'accord. C'est surtout Et quels pour. sont les… Ouais. Vous n'avez pas trop parlé de l'agriculture concernant les obligations des agriculteurs avec leurs histoires de vaccination obligatoire et de choses comme ça. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que la Ah liberté ne oui, devrait par pas être rapport, je veux dire, de mise? aux troupeaux. Vous parlez aux troupeaux, là. Les Oui, troupeaux, c'est oui, ça? oui, oui, oui. Il n'y a pas que les troupeaux, parce que je crois qu'il y a les canards, il y a tous ces animaux qui sont, Oui, 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 voilà, avec les avec canards. obligation. Oui. Donc, je voulais un petit peu connaître votre position Là, là-dessus. là, ça me semble assez, assez stupide, effectivement, d'autant plus que là, on le sait depuis longtemps, depuis effectivement la, la vaccination contre sur les poulets, là, donc la vaccination qui avait été faite par, par Bachelot, effectivement, à un moment donné, qui a dépensé des millions d'euros pour une vaccination qui n'a eu aucun effet et qui a complètement mis à mal toute la production agricole dans le domaine des volailles. Je pense qu'il faut voir ça vraiment avec des scientifiques indépendants, pas du ministère de l'Agriculture comme actuellement, et donc des vétérinaires aussi indépendants pour savoir aussi si effectivement des maladies peuvent se transmettre à l'homme. Et d'ailleurs, je dis simplement qu'il faudra revoir effectivement les missions de l'Agence sanitaire de santé. D'accord. Et des Également. scientifiques aussi, peut-être, qui pourront peut-être informer la population du bienfait ou des désagréments causés par des injections de tel type ou de tel type, suivant ce Oui, qui est mis sur le marché actuellement, quoi. Je oui, pense que voilà. surtout quand ça se transmet à l'homme et que ça peut engendrer un certain nombre de maladies sur l'homme, oui, voilà. Tout à fait. OK. Donc, eh bien, une des dernières questions, parce que malheureusement le temps file très vite. Et que pensez-vous du système pénitentiaire et ce qu'il y aurait à y apporter ou à y changer au niveau de Le ces système personnes pénitentiaire, c'est ça que vous me incarcérées? dites. Oui, oui, le système pénitentiaire, oui. Donc moi, je pense simplement, donc je ne sais pas si ça va susciter de la sympathie, je pense plutôt qu'effectivement, on pourrait essayer qu'effectivement, toutes les personnes effectivement, qui ont voué de l'argent par l'intermédiaire de leur famille, par rapport à l'intermédiaire de leurs fonctions, qui n'ont jamais été sanctionnées depuis 45 ans, effectivement, puisque les prisons sont justement surchargées, qui remplacent justement les délinquants de droit commun qui n'ont pas commis d'infractions graves. Bien entendu, à condition que ce soit encadré, enfin un double encadrement, que ce soit encadré par le juge qui a prononcé la peine, ainsi que le juge d'application des peines, pour justement permettre une certaine réinsertion justement et de voir ce qui permettrait en plus quelque chose de tout à fait pédagogique, de voir effectivement l'autre côté de la détention. Et effectivement, justement, les peines donc seraient financées à ce moment-là justement par tous les détournements d'argent qui ont été faits légalement ou illégalement par l'intermédiaire des paradis fiscaux par ces personnes-là qui auraient été jugées préalablement et qu'effectivement, il y aurait aussi un encadrement renforcé des personnels pénitentiaires, effectivement, pour que les personnes effectivement qu'on a repêchées ne chutent pas une deuxième fois, sinon il n'y aurait pas, bien entendu, une deuxième chance. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez de personnes qui se trouvent dans le système pénitentiaire, et qui n'ont fait que des petits, délits ou des simples
erreurs telles que les gilets jaunes, on peut dire, ou des amendes concernant, la route et cetera? Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là, leur dossier devrait être rouvert pour qu'un Oui, jugement également. Oui, soit oui, tout à fait, puisque en plus, les gilets jaunes, bon, c'était pas un mouvement factieux, c'était un mouvement quelque part, enfin, je dirais pas naturel, mais enfin, en tout cas, quand on est poussé justement à vivre dans la misère, effectivement, en payant des taxes, en étant dans un pays, en vivant dans un pays où il y a le plus de taxes au monde, justement, où effectivement le prix du travail a de moins en moins de différence par rapport au prix de l'assistance, et que parallèlement à ça, une petite élite, effectivement, agrège toutes les richesses pour elle ainsi que pour ses amis au niveau international, c'est un mouvement tout à fait légitime, et qu'effectivement, c'est par contre grave, effectivement, d'éborgner des gens, de les mettre en prison pour s'être révoltés, d'autant plus que j'ai dit tout à l'heure que c'était un droit reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que ouais. donc, effectivement, ces personnes-là, effectivement, seront en priorité repêchées, puisque là aussi, il y a beaucoup de gens, et c'est ça aussi qui cause problème par rapport aux policiers et aux gendarmes, enfin plutôt par rapport aux policiers, c'est que souvent, effectivement, les policiers préfèrent mettre des radars ou sanctionner pour un port de ceinture de sécurité ou je ne sais quoi, donc des petits délits routiers, euh, alors qu'effectivement, notamment dans ma ville, euh, se développe le narcotrafic, ainsi que les dégradations dans les quartiers prioritaires, bon, la fraude, et aussi, bon, un peu la fraude sociale, mais surtout la fraude fiscale, effectivement, qui n'a jamais été sanctionnée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois et qu'il faudrait mettre en œuvre, bien que ce ne soit pas dans mon projet, puisque je ne pouvais pas tout mettre, qui est aussi une brigade spéciale qui lutte contre la fraude fiscale et qui aille chercher effectivement tout ce qui est dans les paradis fiscaux. Oui, d'accord. Ça, c'est pas la fraude fiscale, ça, c'est des détournements carrément. La fraude fiscale, c'est autre chose. C'est bon, Oui, ils ont oui, fraudé, mais bon, c'est des oui, non, détournements là. non, mais enfin, ce que Pas je veux de dire, oui, détournement. là, aussi bien la fraude fiscale que les détournements aussi, Oui, voilà. Et d'ailleurs, oui. j'en ai parlé avant des détournements, Parce que qu'effectivement, mais je bon, pense que la fraude, je on parle s'acharne des, beaucoup sur la. Oui. Excusez-moi, mais je pense qu'on s'acharne souvent, enfin, on parle de fraude fiscale et on s'acharne souvent sur des petits entrepreneurs qui, malheureusement, voilà, ont essayé de pouvoir passer l'année. Et puis, par contre, les détournements majeurs, voilà, il faudrait peut-être qu'on puisse avoir un œil là-dessus et que, effectivement, un gouvernement du peuple puisse voilà, récupérer l'argent qui lui a été voilà. volé, tout simplement. Voilà, mais oui, c'est ça. Donc par les détournements, effectivement, en mettant en prison, effectivement, ceux qui ont été coupables, etc., et qui ont fait perdre des années aux Français de vie, tout simplement. Bien sûr. Et aussi, donc, la fraude fiscale, justement, pour récupérer l'argent et permettre, effectivement, de lutter à armes égales d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue des richesses avec les grands fonds souverains. Justement, par rapport aux multinationales, vous les laissez tout le temps, vous leur laissez toujours libre cours ou vous mettez des taxes supplémentaires pour éviter que bon, elles submergent le marché français? Les multinationales qui, elles, sont à l'origine de pas mal aussi de diminution de salaire ou de travail qu'ils font faire à l'extérieur pour envahir le marché français. Euh, Par rapport à ça, bon, je pense que- qu'on aura un marché quand même relativement protecteur, justement, D'accord. et qu'on aura, non pas un marché protecteur, mais ce que je veux dire, on aura un marché quand même largement financé donc,
par la puissance publique. Donc, c'est quand même assez difficile, justement, par rapport aux règles du droit international, de s'opposer ou de se grandir en partisan du libre marché. Qui n'existe pas, c'est vrai qu'il n'existe pas, je suis d'accord avec vous, qui n'existe pas, puisque en fait, c'est un ensemble comme les multinationales, c'est vrai que c'est un ensemble de monopoles dans différents secteurs, et qu'effectivement, mais bon, ça c'est un autre problème, enfin si j'en ai parlé justement à un moment donné, quand je parle de l'aide internationale, et qui justement soit effectivement créer un système de spoliation des richesses, des matières premières dans les pays émergents, ou utilise à grands frais d'exploitation, enfin non, de pollution effectivement des milieux, des milieux, donc des milieux ruraux, donc un grand fort de pollution. Il s'exploite effectivement ces matières premières, ainsi que qui mettent en place des conditions de travail inhumaines. En plus, oui, ils sont créateurs souvent de salaires qui sont vraiment en dessous de la moyenne et que les gens sont obligés d'accepter parce que bon, il n'y a pas d'autre possibilité, étant donné que nos petites industries ont été fermées par tous ces lobbyistes. Voilà. Et oui, on est bien d'accord. Bien, écoutez, Monsieur Vallet, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce direct, Merci. de nous avoir présenté votre projet. Et puis, comme vous le savez, normalement, il y a un vote qui sera mis en ligne demain ou après-demain pour que les personnes puissent éventuellement choisir la personne qui leur aura semblé la meilleure pour les représenter. D'accord, très bien. Merci d'avoir tout Également exposé. de m'avoir fait participer justement, et je remercie le Conseil national de transition parce que bon, malgré effectivement les critiques et l'image qui peut être véhiculée ici ou là, on ne peut pas enlever le fait que vous avez permis un exercice démocratique à toutes les forces de la résistance. Tout à fait. Et je me dis même que peut-être ce premier exercice pourrait être suivi par d'autres parce que je trouve que c'est fort intéressant de pouvoir exposer les choses et que les auditeurs puissent voilà, voir et la personne et voir la personne répondre à des questions qui les concernent tous ou des questions qui sont de simples voilà, questions journalières, de questions de confrontation avec le système, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant. Peut-être sera-t-il intéressant d'effectivement de refaire ce. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est surtout que nous puissions mettre en œuvre l'ensemble des mesures justement pour la population et non pas pour une petite élite sans intérêt. Ça, c'est sûr, parce qu'il faut que ce soit le peuple, au final, qui puisse, que la voix du peuple soit mise en place. Et ce n'est pas les gens à qui on a remis notre souveraineté qui doivent choisir pour nous. Exactement. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Vallet.